nous allons cette fois parler de la machine chez Jules Verne, c'est-à-dire le début de la technologie, celle du 19e siècle, le début de l'ère des machines. Alors avec moi, j'ai Raphaël Granier de Castagnac, qui est un physicien des particules au CERN, plus centré sur le plasma de quark et de gluons, l'expérience Alice dans le détecteur LHC. Auteur de science-fiction, on connaît Thinking Eternity et sa suite, Eternity Incorporated, qui parle de clonage, de cyberpunk. Et il dirige aussi la collection Ouroboros chez Mnemos, avec justement de beaux livres autour de Jules Verne. Je vous recommande Un an dans les airs, qui est très beau. Il y a des textes et des dessins. Et puis celui sur Lovecraft avec Kadat, dessiné par Nicolas Fructus. Et puis donc Jean-Laurent Del Socorro, qui en 2012 a publié sa première nouvelle, La mer des mondes, en numérique au Bélial, et qui ensuite est passé chez ActuSF avec un premier roman, Royaume de vent et de colère. C'est une fantaisie historique qui prend pour cadre Marseille pendant les guerres de religion. Et puis Hervé Jubert, alors bon, auteur qui a, même ses premiers titres, on n'en parle pas beaucoup, de Pèlerin, hein, c'était de la science-fiction. Ensuite, il écrit de la steampunk, de la fantasy. Son personnage emblématique en ce moment, c'est Georges Beauregard, un ingénieur mage au ministère de l'étrange. Et bon, ben, qu'est-ce qu'on pourrait encore conseiller là? Bon, il y a Magie secrète, Le tournoi des ombres, La nuit des égrégores. Et pour la jeunesse, il écrit également. Il y a pas mal de trilogies. La série Monstre en 5 volumes, maintenant réunie en un seul. Bon, la série de Beauregard, la série Vagabonde également, chez Rajo, et la série Blanche. Tu as beaucoup de trilogies, en fait. C'est chaque fois des trilogies. Très bien. Alors, donc, Jules Verne avait fasciné tout le monde par les machines qu'il pouvait présenter. Tout le monde se souvient, tout le monde connaît Robur le Conquérant, évidemment la fusée de la Terre à la Lune, qui a inspiré énormément de gens qui ont voulu aller peut-être dans l'espace pour ça, avec la fusée de Tintin. Bon, il y avait Un milieu sous les mers, tout le monde connaît bien sûr évidemment le sous-marin. Je pourrais citer aussi le château des Carpates avec l'invention de la photographie et de l'enregistrement sonore. Donc il y en a d'autres, on va peut-être les énumérer. Et donc ben, je voulais savoir qu'est-ce qui vous fascine en fait, qu'est-ce qui nous fascine même encore aujourd'hui dans les histoires de Jules Verne à propos de toutes ces machines. Premier qui veut intervenir pour intervenir. Alors moi, c'est pas tant les histoires, si, les histoires les synopsis sont fabuleux, mais moi, mon choc vernien, c'était quand j'étais petit. Je ne savais pas lire. Mon grand-père avait les vieux Hetzel, et c'est les gravures, quoi. C'est ça, c'est ça. Comme j'ai des chocs aujourd'hui, maintenant, quand je regarde des séries télé, des cinémas et compagnie, mais ça, c'était du cinéma avant la lettre. Et voir les scaphandriers marcher au fond de la mer, voir la bibliothèque du capitaine Nemo, c'est ce qui m'a, je pense, pas mal poussé à l'écriture de l'imaginaire. C'était mon premier coup de boutoir. Voilà. Moi, je rejoins complètement. C'est qu'en plus d'être fascinant par déjà le fond, c'est-à-dire c'est la science-fiction, l'invention, l'imagination de l'évolution de la machine, il y a un visuel qui est hyper fort en fait et qui reste encore. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement sur on invente un objet, c'est que l'objet en lui-même, graphiquement, visuellement, dans notre imagination, il est ultra percutant. Et ça, c'est vraiment un des énormes points forts chez Jules Verne. Ouais, je suis d'accord avec vous deux. Je vais juste rajouter une composante en plus, c'est le voyage. C'est-à-dire la plupart des machines, enfin pas toutes, hein, mais une grande partie des machines de Jules Verne sont destinées à voyager. D'ailleurs, la collection s'appelle Les Voyages Extraordinaires. Et donc, en plus d'être de belles machines, bon, le Nautilus, tout le monde a ses images, et c'est sans doute la plus connue. En plus d'être de belles machines, elles servent à aller découvrir des choses qui sont moins fascinantes en elles-mêmes, mais rien que le fait d'aller découvrir, rien que la notion de découverte, de voyage, à mon avis, est très très fondatrice du fait que Jules Verne ait tellement bien fonctionné. Après, dans Jules Verne, quand on tombe sur des pages et des pages de descriptions biologiques qui aujourd'hui sont très chiantes, on faut le dire, qui à l'époque, je ne sais pas si elles l'étaient ou pas, je pense pas à l'époque, je pense qu'il y avait une plus grande fascination pour la science. Donc voilà, mais vraiment, pour moi, ouais, c'est vraiment l'option, la notion de voyage et de véhicule, en fait. En fait, c'est la machine de l'explorateur, du chercheur.
et ça ne sert donc... c'est une machine qui n'est destinée qu'à la connaissance? Le Nautilus, c'est aussi une arme de guerre. Pour Nemo, qui est quand même un anarchiste, c'est une figure anarchiste absolue. Il y a aussi pour le loisir avec c'est la ville flottante, je crois, où c'était inspiré du Léviathan, un navire existant au 19e siècle. Là, on a la culture du tourisme, le transatlantique, etc. C'est pas que pour l'exploration scientifique, même si Nemo aussi a une visée scientifique, mais je pense qu'il est un peu pris partout. On voit bien de toute façon ses influences, par exemple, dans le Tour du monde en 80 jours, c'est amusant. Parce que c'est un voyage qui a été fait en 80 jours par des particuliers anglais. C'est totalement inspiré d'un fait divers et réel, passé quelques années avant. Donc il a repris ça pour en faire un roman. Donc il s'inspirait de ce qui se passait à l'époque. Et comme sa ville flottante, c'est inspiré du Léviathan, ils embarquent Kingdom Brunel qui existait, quoi. Mais je trouve qu'il y a quand même, oui, il y a une dimension bienveillante chez Jules Verne. Oui, même dans La Terre à la Lune, il y a la dimension. Au début, c'est de mémoire de personnes qui s'affrontent sur de l'armement militaire. Finalement, le canon va servir à voyager vers la Lune. Il y a quelque chose, oui, de positif toujours dans ça. C'est que la technologie, voilà, elle sert à voyager, elle est scientifique, elle sert à aller plus loin. Elle sert à découvrir des choses qu'on n'a pas encore vues. C'est vrai que ça aussi, c'est une dimension finalement dans les SF plus contemporaines. La machine, soit elle est informelle, ou l'objet est informel, soit on s'en méfie, on en a peur. Donc ça aussi, c'est un peu inédit. On retrouve beaucoup moins ça de façon contemporaine, je pense. On est dans l'émerveillement de la science, uniquement. Et donc, c'est la machine de l'explorateur. Alors j'aimerais aussi savoir comment il a pu les concevoir. Je pense que Raphaël a quand même de bonnes idées là-dessus, enfin de bonnes connaissances là-dessus. Pas tant que ça, mais un peu. Je suis plus penché sur l'aspect littéraire que scientifique de Jules Verne. Mais non, mais je crois que tu viens de le dire. En fait, Jules Verne, il inventait pas grand-chose. Il prolongeait les choses qui étaient dans l'air du temps. Les sous-marins existaient déjà. Il n'y a évidemment pas de Nautilus. Les machines volantes étaient dans l'air du temps, sans jeu de mots. Et donc, il prolongeait vraiment, de façon assez réaliste. Il a écrit très peu de ce qu'aujourd'hui on pourrait considérer comme de la science-fiction, donc des choses avec une très forte rupture technologique. Il y en a très peu. Il y a juste, je pense juste à celui où un morceau de la Terre est arraché, là, le capitaine Hatteras. Et là, pour le coup, il n'y a pas de machine, justement. C'est un phénomène gravitationnel qui fait qu'une partie de la Terre est arrachée et les gens partent dans l'espace pour un voyage, encore un voyage. Mais sans machine, justement, dans ce cas-là. Donc, dans la plupart de ces machines sont des prolongements très très proches de ce qui est dans l'air du temps. Dans ces voyages sans machine, il y a aussi les voyages au centre de la Terre, où voilà, enfin, la Terre elle-même et les mouvements de la Terre sont la machine. Et je pense que sur l'air du temps, la manière de travailler, c'était que tous les matins, il allait à la bibliothèque et que l'après-midi, il écrivait ses histoires. À quoi ressemblent exactement ces machines? À quel type de technologie on a affaire? J'ai l'impression que c'est quand même peut-être un peu... il y en a plusieurs, en fait. Il y a la machine à vapeur, évidemment, avec la maison à vapeur, qui est un éléphant que vous verrez passer de temps en temps. Mais c'est un éléphant qui est une machine à vapeur qui se balade, qui traverse toute l'Inde comme ça, en crachant la vapeur par sa trompe. Donc la vapeur est assez présente. Et Jules Verne a aussi eu une fascination absolue pour l'électricité. Il y a un passage dans 20 milieux sous les mers où l'électricité est absolument encensée et où il devine que ça va être la forme d'énergie absolue qui va dominer dans les années qui suivent. Et je pense qu'il y en a d'autres encore. Vous pensez à d'autres ou d'autres? Après, il y a les variations autour. Je reviens aux variations autour de l'armement, mais tout ce qui est dans certains. Tu parlais du Nautilus, mais voilà, se réapproprier des techniques comme les propulsions via canon ou sur la plongée pour être réutilisées, à des échelles beaucoup plus grandes et beaucoup plus ambitieuses. Donc il y a ça aussi, le militaire, la technologie militaire poussée à son extrême. C'est vrai qu'on trouve beaucoup le canon dans Jules Verne. Il y en a au moins, il y a de la Terre à la Lune évidemment, puisque le projectile est propulsé par un canon. Il y a les 500 millions de la Bégome, dans lequel une des deux cités dispose d'un armement terrible. Il y a Sans dessus dessous. Il y a qui reprend le Gun Club. Tout à fait, c'est le troisième de la série de la Lune, Sans dessus dessous.
Et c'est celui-là où il essaye de changer l'axe de la Terre en tirant un bon coup de canon. Alors à propos des 500 millions de la Bégonne, il faut faire attention parce que c'est pas Jules Verne qui l'a écrit en fait. Je sais pas si tout le monde sait ça. Non, c'est Pascal Grousset c'est un personnage que j'utilise dans les airs, qui était en exil, il était ministre des Affaires étrangères, des Affaires extérieures, on disait, de la Commune de Paris, donc il avait été exilé de Paris. Il était en Nouvelle-Calédonie exilé, il s'en est échappé, il s'est réfugié à Londres, et de Londres, il a envoyé 2 manuscrits qui sont l'Étoile du Sud et les 500 millions de la Bégomme à Hetzel. Jules Verne on fait un peu une digression là, je suis désolé. Hetzel Jules Verne avait un peu un retard de copie parce qu'il devait envoyer 3 ou 4 romans par an à Hetzel, c'était dans le contrat. Et donc Hetzel lui dit tiens, regarde, on m'a envoyé ça, tu peux pas le retravailler un petit peu Donc c'est intéressant parce que justement il y a des choses dans les 500 millions de la Bégomme, en particulier sur les machines, sur l'utopie machinique, la ville Stahlstadt, qui est une utopie machinique, elle n'est pas de Jules Verne, et je pense que c'est pas un hasard si elle n'est pas de Jules Verne. Alors, par contre, est-ce qu'il y a pas d'automates dans Jules Verne? Des machines anthropomorphes, dans mon souvenir, il n'y a pas? Non, de mémoire, j'ai pas l'impression. Pour finir sur Pascal Grousset, Alain Grousset, que vous connaissez certainement comme auteur jeunesse, c'est un arrière-grand-oncle que le Pascal Grousset de l'époque, qui était aussi un agitateur un petit peu sociologique, si l'on veut, social, et qui a aussi fait de la prison. Alors, ça permet peut-être aussi d'aborder le côté social des machines chez Verne. Est-ce qu'il avait conscience de certains des problèmes ou de la manière dont on pouvait utiliser ces machines-là? Parce que, bon, il y a une science merveilleuse, mais bon... Peut-être pas au début, mais à la fin, parce que donc les 500 millions de la Bégomme, c'est pas l'utopie vernienne, c'est pas là qu'il développe son utopie, c'est dans l'île à Hélice qu'il développe son utopie, qui est tard. Donc l'île à Hélice, c'est une ville, on la voit de temps en temps, elle est très grande, hein. C'est une île propulsée par des hélices, mais c'est une grande île qui se déplace donc, à travers le globe et qui est réservée aux milliardaires. Je crois que la cité qui est sur l'île à Hélice s'appelle Milliard City, si je me souviens bien. Et donc c'est une île qui est réservée. Donc c'est une espèce d'utopie technologique. Tout est parfaitement géré par la technologie. Ils ont des moyens de communication. Ils peuvent, si je me souviens bien, ils ont accès aux pièces de théâtre qui sont données dans les villes extérieures en étant donc c'est un peu d'ancêtre d'Internet dans une certaine mesure. Donc c'est un paradis idyllique technologique et financier. Je pense que les deux sont importants et ça se termine très mal. L'île à Hélice se disloque, on la voit de temps en temps dans les images. L'île à Hélice se disloque et donc je pense que sur la fin de sa vie, oui, il a dû avoir une prise de conscience que le progrès qu'il a massivement utilisé dans tous ses premiers romans était peut-être pas dénué de conséquences néfastes. Alors après, il faudrait lui demander, mais... Avec une tablette Ouija. Voilà, bon, donc il n'a pas vraiment imaginé peut-être le détournement de l'objet à d'autres fins. Je ne sais pas, il y a des exemples plus précis. Bon, mis à part Robur le Conquérant, par exemple, se sert quand même de son engin pour semer la terreur. Nemo aussi, un de ses vaisseaux s'appelle l'Épouvante. Quelqu'un peut parler de la série de Robur? Bah moi j'ai beaucoup aimé Robur, mais pour la machine justement. Alors, c'est lui qui a l'Albatros, c'est ça? Oui. Hein? Puis l'Épouvante. Oui. Et j'ai pas pu Ah oui. Puis d'abord l'Albatros, puis l'Épouvante. Ouais. Et j'ai pas pu m'empêcher. Enfin, je continuerai à piquer des machines à Jules Verne, parce que dans mon premier bouquin que j'avais sorti de SF qui s'appelait Cinédéis, j'avais fait intervenir Nemo et son Nautilus. Dans un de mes bouquins préférés, c'est le Quadrille des Assassins. J'ai l'Albatros comme véhicule. Voilà, ça fait partie de mon socle imaginaire. Je peux pas. Il y aura toujours des machines ou de la présence de Jules Verne en grand-père dans mes bouquins, quoi. Il sème la terreur. Et donc il y en a deux. Hein. Il y a Robur le Conquérant et l'autre doit s'appeler Maître du Monde. Maître du Monde, merci. Ça s'appelle pas l'Épouvante. Où il reprend le personnage de Robur le Conquérant avec un nouveau véhicule. Et il est encore plus sombre. Et alors, il a écrit beaucoup plus tard, Maître du Monde, et il est encore plus sombre. Donc ça participe peut-être du même principe que la technologie devient de plus en plus dangereuse. Alors, ce qui est curieux, c'est que ces instruments de voyage soit servent à l'exploration, c'est le véhicule, disons, du savant.
Je t'interromps juste, l'épouvante, on le voit là sur les écrans. Oui, effectivement. Oui, on peut les commenter peut-être au moment où ça passe. Mais il y a aussi un effet de gigantisme. On entend souvent parler de la ville flottante, donc il avait déjà imaginé de très grands paquebots. Il y avait, c'était quoi, un village dans les airs, donc des dirigeables géants. À chaque fois, on essaye de transporter un grand nombre de personnes, ce qui était complètement étonnant pour l'époque, quoi. Alors, sur le gigantisme pardon, de la ville flottante, j'ai une anecdote qui est assez marrante. Donc ça c'est vraiment inspiré du navire dont je parlais tout à l'heure, le Léviathan, qui a existé, qui était le plus grand navire au monde à l'époque, dans les années 1850-60. Et Jules Verne a fait le voyage de l'Angleterre aux États-Unis à bord. Et il a écrit d'ailleurs, on a retrouvé ses notes, où il a survécu à une tempête, etc. etc. Et un petit aparté fantastique, c'était un navire maudit. Parce que dès sa construction, il y a eu des banqueroutes, des accidents, des morts Avant sur le le Titanic, chantier. quoi. C'est ça. Et ils ont eu beaucoup de mal à le lancer. Une chaudière a explosé. Il a failli sombrer 3 fois. Donc au bout de 5-6 ans d'exploitation, il était revendu en Angleterre à un entrepreneur de spectacle et transformé en ponton de fête foraine. Puis vendu au poids du métal, parce que c'était une double coque en métal. Et les marins ayant toujours une raison pour expliquer le côté navire maudit. Alors soit c'est la femme qui est montée à bord en premier, ou soit il y a des histoires de fantômes. Là, c'était une histoire de fantômes. Il se racontait qu'à la construction, des ouvriers avaient été piégés emmurés vivants entre les deux coques en métal, et c'était ce pourquoi ce navire avait vécu tant de vicissitudes. Et quand il a été démonté et revendu au prix du poids du métal, ils ont retrouvé 2 cadavres de types qui avaient été, c'était vrai, qui avaient été piégés vivants dans la construction. Pour revenir sur l'aspect gigantisque, c'est vrai, c'est de ne pas avoir une approche individuelle de la machine, mais tout de suite penser à l'espace public, à des solutions collectives. Si on rejoint ça à ce qu'on évoquait précédemment, c'est-à-dire un peu l'émerveillement naïf de la technologie de Jules Verne, on a finalement la position, alors là je caricature un peu, mais du scientifique bienveillant. Il pense vraiment que sa technologie, elle va être faite pour le bien commun. Dans un but de recherche, c'est faire évoluer la machine, sans penser qu'effectivement, dans la réalité, malheureusement, c'est vite détourné, c'est vite. Ça me fait penser au parallèle de certains projets architecturaux monumentaux qu'on a connus nous sur la fin du XXe, où on se disait voilà, on fait des choses gigantesques pour un bien public, pour y avoir un meilleur monde en collectivité, alors que ce fut tout autre. Je vais apporter un contrepoint à ça, parce que je ne suis pas sûr que le gigantisme soit une constante dans l'œuvre. Voilà, la maison à vapeur qu'on voit là, elle n'est pas très grande. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit, extrêmement récurrent dans l'œuvre de Jules Verne. Il y a certaines œuvres sur lesquelles clairement, c'est la question qui est... Mais il y a aussi la question du véhicule relativement autonome, comme l'épouvante, comme la maison à vapeur, qui, par essence, si on veut qu'il voyage assez loin, est relativement petit. Et donc tu parlais du village aérien, et en fait il n'y a pas du tout de dirigeable dans le village aérien. Quand on a écrit nous dans notre ouvrage sur Jules Verne, on imagine justement une grande ville de dirigeables reliés dans laquelle on fait évoluer Jules Verne. Et précisément c'est une piste qui n'a pas beaucoup évolué. Ces véhicules aériens étaient petits. Ce qui était réaliste, encore une fois, c'est sans doute une volonté de réalisme par rapport à ce qui était plausible à l'époque. Alors le village aérien, c'est un village qui est dans les arbres, il n'y a pas une seule machine dedans. Oui, alors, justement, pour poser la question du réalisme, il essaie d'expliquer comment fonctionnent ces engins. Alors, tout le monde admire évidemment la fusée lunaire, puisque les calculs qui ont été réalisés sont exacts. Par contre, sur la technologie elle-même, c'est une technologie qui reste visible, mais qui parfois suscite quelques commentaires. Alors, on peut reprendre le cas de l'Albatros. J'ai une description. C'est lui, là, l'Albatros. Le voilà, oui. La carlingue de l'aéronef est faite de papier sans colle, dont les feuilles sont imprégnées de dextrine et d'amidon, puis serrées à la presse hydraulique, ce qui donne une matière dure comme l'acier et très légère. Bon, là, c'est peut-être un petit peu fantaisiste. D'un autre côté, je crois que c'est surtout l'art de l'ingénieur que Jules Verne nous présente. C'est un peu la Tour Eiffel, voilà. Donc, on a un aspect très brut, on voit la technologie, on voit les boulons, et à l'inverse, l'intérieur est complètement différent. Alors, comment on pourrait expliquer ça Sur l'art de l'ingénieur, je dirais que c'est pas quand on regarde juste l'aspect fictionnel. Moi, je rentre pas dans la hard science, j'ai jamais été bon pour ça, mais
le côté féerique et imaginatif des sciences de l'ingénieur de l'époque. On peut aller regarder dans les vieilles revues dont s'inspirait Jules Verne, une notamment qui s'appelle La Nature, où il y avait une flopée de propositions d'ingénieurs, parfois complètement loufoques, mais totalement dans l'esprit vernien. Je me souviens d'un article comme ça, j'ai plus le nom de l'ingénieur en tête, qui proposait alors pour voyager de manière immobile, alors, apparemment, d'après ce que j'ai compris, il y avait plusieurs couches atmosphériques d'après ce qu'on savait de l'atmosphère, et au-dessus, entre l'espace et l'atmosphère terrestre, on mettait l'éther, qui pour les ingénieurs de l'époque était une sorte de gaz inerte. Donc le type a imaginé une espèce de rail qui faisait le tour de la circonférence terrestre. Il suffisait d'accrocher des aéronefs captifs, les faire monter jusqu'à l'éther, et le mouvement même de la planète faisait qu'on voyageait. Avec schéma à l'appui, gravure, etc. Donc là, Jules Verne aurait pu s'emparer du truc, imaginer le rail, une utopie socialiste qui se termine mal, etc. Et c'est parti, quoi. Voilà. Après, pour le côté, l'intérieur est différent. Je pense que c'est peut-être un reflet de sa vie un peu bourgeoise, où faut que ça soit habitable et coquet. Oui, c'est surprenant de voir qu'il y a une bibliothèque, qu'il y a un piano ou bien un orgue à l'intérieur de machines qui ne servent qu'à voyager. Ouais. Moi, l'intérieur du Nautilus, ça me fascine. Moi, j'ai un projet d'adaptation en film d'animation de 20 milieux sous les mers en cours, là, et on s'est penché pas mal là-dessus. Et la description et les gravures que vous voyez passer sur l'intérieur du Nautilus, c'est hallucinant. Il n'a pas du tout vu que les sous-marins allaient être des endroits extrêmement confinés. Il y a une hauteur sous plafond dans le Nautilus qui est délirante, qui est complètement délirante, qui est inutile vraiment, quoi. Les lucarnes énormes, mais bon, ça permet des images fantastiques quand on projette les faisceaux sur les fonds sous-marins. Tout à fait. Oui. Ça, les lucarnes, à la limite, mais c'est vraiment les lucarnes, c'est utile, c'est-à-dire que ça permet de voir, de suivre ce qui se passe dehors, ce qui est quand même un des buts du Nautilus. Mais alors, cette hauteur sous plafond où il n'y a rien, des lustres, il y a des lustres énormes. Donc oui, je pense que c'est lié à son côté bourgeois. Ouais. Jules Verne est quelqu'un qui adorait manger, il mangeait tout le temps, trop. Il avait une chaise basse pour être plus près de son assiette. C'est vrai, hein, ça. Il était boulimique un peu, je pense. Mais c'est peut-être aussi emmener son petit intérieur, voilà, le voyage. Très bien. Alors, on peut parler maintenant aussi, là on voit très bien le Nautilus. C'est haut sous plafond, clairement. On peut parler d'autres machines plus petites, d'autres technologies que Jules Verne a présentées dans ses œuvres. Vous en connaissez quelques-unes, vous vous souvenez de certaines? Il y a celle du château des Carpates qui est peut-être celle qui est la plus en rupture, je pense, par rapport à ce qu'il fait. Donc, dans le château des Carpates, il invente un truc qu'il appelle le télékinétographe, je crois, quelque chose comme ça. Puis il y a une variation sur le terme, qui est en gros. Donc le château des Carpates, c'est quelqu'un qui a perdu, une cantatrice dont il était amoureux. Donc, il recrée une machine pour en recréer l'image, qui est holographique. Je crois qu'on la voit d'ailleurs de temps en temps. Qui est holographique, donc c'est même encore mieux que ce qu'on sait faire aujourd'hui. Donc c'est une image et le son, et puis image en 3D holographique. Donc c'est une espèce d'ancêtre de la télévision, d'internet et des choses comme ça. Je sais pas si j'en ai d'autres. J'en vois pas. Il n'y en a pas tant que ça en fait. Oui, non. Sur les exemples, ça me vient pas tout de suite à l'esprit, non. Je sais que dans les frères Kip, il y a la photographie, mais la photographie existait déjà. C'est juste sur une autre idée, comme quoi, lorsque l'on meurt, la dernière image resterait au fond de la rétine, Oui, et que donc c'est peut-être la macro-photographie qui est présentée là, où pour savoir qui a été tué, on va faire une photographie du fond de l'œil, et on verra l'image du meurtrier. Ouais, mais ça, il a, comme beaucoup de trucs, il a piqué un criminologue italien qui bossait avec un photographe et qui avait fait croire que, en jouant sur les reflets qu'on voyait effectivement un visage ou une silhouette, mais c'était déjà existant dans la presse scientifique. D'accord. Alors, toutes ces machines, finalement, sont l'expression de quoi pour Jules Verne? On a, je sais pas, une science conquérante? Il a grandi ici. Enfant, il a fugué pour s'embarquer sur un navire alors c'était un navire c'était pour partir pour plusieurs mois et peut-être sans pouvoir revenir. Son père l'a rattrapé par la peau des fesses à 10 000 nautiques au dernier moment, quoi. Donc je pense que tu parlais du voyage au début, c'est exactement ça. C'est un môme puis un adulte qui a gardé le goût et l'envie du voyage tout le temps.
Donc surtout des outils pour voyager, effectivement. Moi, là, je te rejoins complètement là-dessus, parce que alors, je suis moins exhaustif peut-être que vous deux sur la connaissance de l'œuvre, mais par exemple, moi j'ai une formation d'ingénieur agricole, j'ai pas souvenir, par exemple, qu'il ait inventé d'énormes machines pour le progrès agricole, qu'il a inventé d'énormes machines sur le travail industriel. Tout ce qui est fait, finalement, c'est fait pour voyager. Peut-être parce qu'il a eu cette frustration de la jeunesse de ne pas le faire, il se venge, enfin, il le recrée à travers ses récits. Mais d'un point de vue technique basique, c'est-à-dire manger, l'habitation, l'industrie, finalement, il n'invente rien en fait. Il n'y a pas de perspective sociale en fait. Rien n'est fait pour le progrès par rapport à ça. Non, c'est marrant parce que quand tu dis ça, moi, la seule machine un peu agricole à laquelle je pense, elle est dans les 500 millions de la Begum, qui n'est pas de lui, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, voilà, et effectivement, là, il y a un des deux camps qui est hygiéniste, qui pense beaucoup à l'agriculture et aux choses comme ça. Mais sauf que c'est pas Jules Verne, quoi. Quoique pourtant, dans Sens dessus-dessous, il est bien question de déplacer la Terre de son orbite afin de pouvoir exploiter d'autres ressources. Ouais. Oui, mais c'est pas des... Oui, la finalité est un peu ça, mais il ne crée pas une machine pour... Bon, on l'a dit au début, hein, je pense que la plupart des machines, c'est quand même pour voyager. Il n'y a pas beaucoup de machines qui servent à... Il n'y a pas d'automatisation de la production, de l'agriculture, de choses comme ça. Et même, ça va encore... Enfin, quand tu disais, ça va même encore plus loin, parce qu'il n'a pas forcément besoin de machines pour voyager. Il y a plusieurs voyages extraordinaires qui se font sans machine. Je pense à Cascabel, par exemple, et puis L'île mystérieuse. Et l'île mystérieuse, évidemment. Oui, on retrouve Nemo. Alors, dans les illustrations qui passent, là, on ne voit pas que celle des éditions Hetzel concernant Jules Verne, mais on voit celle de Robida, qui est donc un contemporain, et qui, lui, avait justement une vision plus sociale de la machine, puisque celle-là, elle diffuse complètement dans le tissu de la société, dans le tissu urbain, on le voit. Donc, pourquoi Jules Verne n'a pas exploité ça ? Peut-être parce que Robida le faisait, je ne sais pas. Non, c'est difficile à dire. Robida n'avait pas du tout la même vie. Lui, il voyageait beaucoup, mais de manière très presque hippie. Parce que j'avais lu un truc là-dessus où il avait beaucoup d'enfants et que sa femme, il partait avec. Il avait beaucoup dessiné, il aimait bien les villes allemandes, des trucs très pittoresques. Alors, il avait fait la reconstitution du Vieux Paris à l'Expo universelle de 1900. Et donc, il est parti plusieurs mois en Allemagne avec sa petite famille. Et par exemple, il y avait des enfants en bas âge. Et il partait avec ses chèvres pour récupérer le lait, donner du bon lait de chèvre, de leur chèvre à eux. Alors, il faut imaginer la tribu Robida, ils sont une dizaine, les chèvres, les mâles, et ils s'arrêtaient de ville en ville comme ça. Et il s'est discuté avec les gens pour récupérer les histoires, un peu comme les frères Grimm quelques années avant, etc., etc. Donc lui était vraiment plus dans le tissu de la société. Et je sais que chez lui, c'était porte ouverte, quoi. Les gens, une espèce de bohème comme ça, amusante. Et je pense que c'était pas vraiment le cas dans la vie de Jules. C'est-à-dire qu'on voit l'impact social des technologies chez Robida que Jules Verne n'évoque pas, ou alors à peine. Il y a une idée qui vient de me venir là, il faudrait demander à un universitaire qui est spécialiste de Jules Verne si c'est vrai ou pas. Jules Verne a essuyé un refus cuisant d'un roman, de son premier roman qui s'appelle Paris au XXe siècle, dans lequel il y a ça, dans une certaine mesure, dans lequel il invente un futur avec beaucoup plus de ruptures. C'est plus science-fictionnel que tout ce qu'il a fait après. Donc si ça se trouve, c'est juste parce qu'il s'était pris un refus par Hetzel cuisant qu'il n'a jamais allé beaucoup plus loin dans ces choses-là. Pour la petite histoire, Paris au XXe siècle a été retrouvé bien plus tard, en 96, je crois. C'est disponible aujourd'hui, mais il était perdu. On savait qu'il existait, mais il était perdu pendant très longtemps. C'est peut-être aussi à cause du cahier des charges imposé par Hetzel, où je crois que c'était éduquer en s'amusant et s'amuser en éduquant, quoi. Donc, qui dit éducation dit il faut redonner des données scientifiques que les enfants à l'époque devaient connaître, etc., etc. On ne va pas forcément parler de problèmes sociaux ni de problèmes du quotidien. Par rapport à ce qu'on a dit, est-ce que c'est pas justement de la même façon que l'organisation du Nautilus répond à ces problèmes bourgeois, qu'il répond à ses besoins bourgeois quand il les imagine, c'est-à-dire il a besoin de voyager avec confort, la nourriture c'est pas son problème, c'est pas lui qui l'a produit, de toute façon elle va arriver sur la table, le travail, la chaîne, il n'en l'a jamais vu de loin, donc finalement c'est peut-être juste ça, c'est que Robida lui il est dans sa société, Jules Verne lui il est dans sa société bourgeoise, et il fantasme à travers ses écrits où il projette
du bien-être pour sa classe sociale. Donc il y a peut-être ça aussi, hein, tout simplement. C'est possible, oui. Bon, il y avait la journée d'un journaliste au XXIe siècle, qui est peut-être le seul texte qui a été publié de son vivant et qui évoque une société où il essaye justement de montrer la technologie à l'intérieur de l'urbain. Alors je suis d'accord avec toi, je pense que c'est Hetzel qui l'a contraint à faire ça, d'autant plus que Hetzel réécrivait pas mal les textes de Jules Verne. Alors est-ce qu'on peut dire que Robida finalement est une sorte... Je pense que s'il y avait une fonction sociale chez Robida, c'est que c'est un amuseur avant tout. Il essaye de montrer, il n'a pas fait que sur la science, hein, il a fait des délires sur les expositions universelles, sur le féminisme qui arrivait. Je pense qu'il essayait de faire des gags et du moment qu'il est un amuseur, il est en train de voir qu'est-ce que l'on peut faire avec une technologie à partir du moment où elle est partout, alors que Jules Verne est davantage tourné vers la connaissance et donc ne se sert de ces outils que pour une quête de connaissance. Est-ce qu'on peut dire ça? Je suis d'accord avec toi. La collection s'appelait le magasin de récréation et d'éducation. Et justement, récemment, j'ai écrit un petit texte sur l'autre livre qui a été coécrit par Grousset et Jules Verne, qui est L'Étoile du Sud. Et je me mets dans la peau de Pascal Grousset, comme j'ai fait dans Un an dans les airs. Et je fais dire à Pascal Grousset que lui, il est là pour la récréation et que Jules Verne s'occupe très bien de l'éducation. Donc, je pense qu'effectivement, hein, Jules Verne, sa préoccupation première, je pense, c'est de faire découvrir. Enfin, on l'a dit au début, c'est d'éduquer ses lecteurs et de faire découvrir des choses, en particulier géographiques, sur les peuples, technologiques aussi, mais c'est pas le seul champ. Si je dis pas de bêtises, à titre individuel, il était abonné à des revues scientifiques, il était lui-même passionné, c'était une façon de transmettre aussi. C'était une forme de vulgarisateur à travers ses récits, me semble-t-il. Il était même assez impliqué dans le mouvement du plus lourd que l'air. Il savait déjà que le dirigeable n'était pas l'avenir de l'homme, mais qu'il fallait fabriquer des machines volantes plus lourdes que l'air. Il était actif dans ce genre de débat. Je suis complètement d'accord. Je vais revenir sur une chose que tu as dit. C'est pas toujours confortable, hein, les voyages chez Jules Verne. Il y en a certains, mais alors c'est pas les plus populaires, je pense, où c'est pas du tout confortable. Je pense. Alors, le pire, c'est le Chancellor qui raconte un naufrage où les gens finissent par se manger les uns les autres, quoi, quand même. Pas très bourgeois, ça. C'est une manière d'éduquer sur le cannibalisme, de prévenir les enfants qu'il faut se méfier des peuplades primitives. Est-ce qu'il y a une conscience écologique chez Jules Verne? L'énergie même que suppose la construction de ces machines, l'utilisation, l'acier que ça réclame. Il y a une légère conscience écologique. Je pense que c'était difficile d'avoir une conscience écologique aussi prononcée à l'époque qu'on peut en avoir une maintenant, parce qu'on a été plus témoin du mal qu'on pouvait faire à la nature, on va dire. Mais Nemo, c'est une espèce d'éco-terroriste avant l'heure. Hein. Il déteste les humains, il est fasciné par les fonds marins, par les plantes marines, par les animaux marins. C'est un Sea Shepherd en fait. De ce côté-là, oui, j'ai été frappé par une chose dans Voyage 20 milieux sous les mers, c'est qu'on va tuer un lamantin en mer Rouge. Je ne savais même pas qu'à l'époque il y avait des lamantins là, le dugong, hein, lavage des mers, quoi, si vous voulez. Et cela a été reproché aux marins qui utilisaient un fusil électrique pour pouvoir très facilement le tuer, en disant que cette espèce était déjà en voie de disparition, que sa chair était bonne à consommer et que bientôt il n'y en aurait plus. Mais à aucun moment je n'ai trouvé dans le récit d'appréciation sur le fait qu'une espèce disparaisse. Quand il n'y aura plus de vaches des mers, eh ben, il n'y en aura plus et puis on consommera autre chose. Voilà, il n'y avait pas cette interrogation. Pourtant, donc, il le touche déjà du doigt, puisqu'il le voit, hein, que ça va disparaître, mais ça ne l'affecte pas davantage. Pas de conscience écologique au premier plan. Sur Nemo, il y a une anecdote que j'aime beaucoup. C'est pour revenir à sa relation à Jules Verne entre fiction et réalité. Il était vraiment en connexion, quoi. Et parce que c'est sorti en 2 tomes, 20 milieux sous les mers. Premier tome publié avant la Commune. Deuxième tome forcément reculé à cause de la Commune. Et fin ou dernière partie du premier tome, il y avait à l'époque la baie de Vigo au Portugal. Un promoteur ou un aventurier financier disait avoir redécouvert tel fameux galion, l'épave, et
blindé de lingots d'argent et d'or. Il suffisait d'acheter des bons de souscription et des actions et dit bon, acheter, on récupérait sa mise multipliée par 1000. Et il y a eu plein de gens ont acheté des bons. Et Jules Verne récupère l'histoire. Alors évidemment, il n'y avait pas de galion. Enfin, il y avait un galion, mais il n'y avait plus de cargaison, il n'y avait rien, les gens se sont fait flouer. Il récupère l'histoire dans son deuxième tome de 20 milieux sous les mers, qui paraît donc après la Commune, en disant que Jules Verne est passé par la baie de Vigo et a piqué tout l'or qui était dans les galions. Mais 20 milieux sous les mers, c'est sorti en épisode avant la Commune, je crois. Ouais, mais pas en épisode, pas en tome. Ouais, mais en épisode. En épisode. Donc il a fait des corrections entre. Il a rajouté l'histoire de la baie de Vigo après les épisodes post-communards. D'accord. Parce que dans notre bouquin Un an dans les airs, qui se passe justement avant la Commune, on prétend que Jules Verne envoie des corrections depuis la cité volante à Hetzel. Je savais pas que c'était vrai. Est-ce que les machines de Jules Verne sont conçues pour durer? Il y en a pas mal qui cassent. L'épouvante, l'île à hélice, la machine à vapeur. Le Nautilus tient un tome de plus. Il tient jusqu'à l'île mystérieuse. Mais je dirais même le concept. Il y a une invention qui est extraordinaire, et à la fin du récit, cette invention disparaît, et elle ne profite à personne, et personne ne va créer un autre exemplaire. Exemplaire Pourquoi? unique, on casse le jouet et on passe à autre chose. J'essaie de trouver un contre-exemple. C'est vrai qu'il n'est pas très Creative Commons parce que même les plans, ils ne se sont jamais partagés. Non, mais c'est vrai. Je n'ai jamais pris cette dimension-là, mais c'est vrai que on va dire c'est des jouets à usage unique. Hein, maintenant que... Oui, donc c'est uniquement un jouet qui sert pour une histoire et qui ensuite disparaît. Donc il n'y a aucune inscription dans la société. Ces choses-là ne deviennent rien alors qu'elles pourraient être effectivement utiles. Donc, il réutilise très peu les éléments qu'il a mis dans un voyage extraordinaire, dans un autre voyage extraordinaire. Ils sont très indépendants, à part, on a cité les exemples, quand Nemo, disons la trilogie de la Lune. Nemo, qui est réutilisé dans l'île mystérieuse et encore, à la fin. Non, donc ça, c'est un beau spoil quand même. C'est un beau spoil pour ceux qui l'ont pas lu. Oui, c'est vrai. Mais tout le monde l'a lu. C'est dans le domaine public. Et c'est quoi le dernier exemple? C'est Robur, dont on a parlé tout à l'heure. Mais effectivement, les machines, le Nautilus survit, mais Robur, il change de machine entre les deux. D'accord, oui, mais enfin, à la fin des aventures de Robur, il n'y a plus de machine. Tout à fait. Je pose juste la question, est-ce que c'était pas aussi une contrainte éditoriale qui est sans arrêt du nouveau? Je sais pas, parce que vous aviez l'air d'évoquer les réécritures de son éditeur et tout ça. Est-ce qu'il n'y avait pas à ce niveau-là aussi une demande de dire faut pas faire du ressucé, quoi? Mais on aurait pu garder justement l'un des véhicules, l'une des machines dans une autre histoire, combinée avec une invention supplémentaire. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, quelques-unes sont arrivées à Nantes, notamment l'éléphant à vapeur, il est là. Donc, j'ai failli le mettre, je ne l'ai pas fait finalement. Ah oui, photopeinture aussi. Donc je me pose la question de savoir si Jules Verne n'est pas davantage un écrivain du présent qu'un écrivain du futur. Il présente quelque chose d'extraordinaire et il l'arrête après parce que l'on revient dans le monde réel, dans le présent, et qu'on ne garde pas l'outil pour demain. Est-ce que ça pourrait être ça? Oui, je pense que c'est une autre façon de dire un peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait qu'il s'inspirait quand même essentiellement de choses réelles. J'hésite sur des choses comme quand même Robur le Conquérant, parce que sa machine elle est quand même assez futuriste. Pas tant inspiré que ça par des choses du présent. Oui, mais c'est le retour au présent. Toutes ces machines sont futuristes. Si l'on veut aller sur la Lune, évidemment, c'est futuriste. Et puis, à la fin, ça s'arrête et on retourne au présent, à un monde à peu près normé, où ces objets n'existent pas. On s'en est servi que pour le temps d'une histoire. Et il n'y aura pas d'avenir. Et même c'est pour un groupe limité de personnes. Est-ce que c'est pas aussi une façon d'avoir la complicité du lecteur, de dire on partage avec vous une aventure qui est unique, qui n'est pas reproductible, et vous en êtes les témoins par cette lecture? C'est pas aussi un procédé d'écriture? Il y a quelque chose
pour moi, en tant que lecteur, il y a un peu de ça. C'est qu'il dit, c'est un peu l'histoire secrète. Le livre en lui-même est un récit de. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était publié en feuilleton en plus. Donc ça renforce encore plus ce que tu dis. Le lecteur fait une parenthèse, peut-être, une parenthèse temporelle pour participer à un voyage ponctuel, quoi. Oui. Et à part quelques exceptions comme le Tour du monde en 80 jours, l'action se situe dans des microcosmes. Donc les navires sont fermés, l'Albatros, le Nemo, le Nautilus, etc. Ou c'est une île mystérieuse, ou un monde souterrain lui-même qui est truffé d'impasses. Et je crois qu'il est un peu obsédé par les microcosmes. D'accord, on peut peut-être maintenant laisser les questions au public s'il y en a. Alors, attention, question con. Est-ce que Jules Verne a créé les geeks? Les questions cons sont les meilleures. Est-ce que Jules Verne n'était pas un geek en fait? Un rétro-geek. On réfléchit. Il devait être obsédé par son truc, dans ses revues en permanence, tes œufs à table. Il devait se détendre la nuit tombée, mais avec madame, ça n'a pas dû être facile tous les jours. Il avait des problèmes avec les femmes. Il devait avoir un côté geek, ouais. Il avait appartenu à un club de célibataires quand il était à Paris. C'est pas idiot. C'est le côté détente du geek, ça. Ça me plaît bien comme définition. Ok, c'était un geek. Pas d'autres questions? Et donc, est-ce que vous aimeriez conclure par rapport aux machines de Jules Verne, peut-être à leur fonction symbolique ou ce qu'il reste de Jules Verne aujourd'hui avec ces machines? Si je fais une conclusion, je fais de la promo. Donc... Ah oui, moi, ma conclusion, si tu peux présenter un peu ce que tu prépares, c'est intéressant. Moi, c'est un t-shirt avec Nemo Forever, quoi, c'est tout. Voilà. Moi, je rejoins un petit peu ce que tu disais quand tu disais, moi, j'intègre des clins d'œil, des machines. C'est devenu un mythe à part entière, comme peut l'être le mythe arthurien ou des choses comme ça. C'est devenu tellement une référence que c'est éternel. Ce sera sans arrêt réinventé, que ce soit visuellement ou c'est tellement dans notre inconscient collectif que ce serait une référence qui reviendra, mais ponctuellement, et qui ressortira toujours, je pense, dans les écrits des auteurs qui ont grandi et qui grandissent avec lui, en fait. Oui, je suis d'accord avec toi. Il a fondé une espèce de... Enfin, c'est extrêmement fondateur, les bouquins de Jules Verne. On les connaît tous, quoi. Et pas que nous, hein, les anglo-saxons aussi. La première revue de science-fiction aux États-Unis, Amazing Stories. Comme il n'y avait pas beaucoup d'auteurs capables d'écrire ce qu'on n'appelait même pas encore de la science-fiction, dans le premier numéro, c'est Verne et Wells. Et en ce sens, je reprends le débat. En ce sens, c'est vraiment un geek parce qu'à l'époque, il était pas respecté. Hein. Il avait une production, enfin pas respecté, il ne faut pas exagérer non plus, mais il avait une production incroyable. Mais on retrouve un peu ça dans la société aujourd'hui. Il faisait une littérature de genre, en fait. Il n'était pas tout à fait le seul dans son genre. Justement, Pascal Grousset, son nom de plume, c'était André Laurie, en a écrit aussi. Il y a plusieurs auteurs qui ont suivi un peu la veine de Verne, mais ils étaient ostracisés. Et en même temps, ils ont vraiment créé une culture, quoi. Je pense qu'on peut dire ça. Hein, une mythologie, on peut le dire. Oui. Oui. Moi, je dirais plutôt une culture, mais on peut dire une mythologie aussi, oui. Ça. Et donc ton projet? Non, c'est pas mon projet. C'est que si vous voulez tout savoir sur Verne, il faut absolument acheter Un an dans les airs. Et je suis en dédicace bientôt. Pas juste après, là, mais cet après-midi. À 15h. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la question. Je vous remercie beaucoup. Et puis, vous pouvez retrouver nos auteurs en dédicace à la librairie, bien sûr. Merci. Merci à toi.